général en Asie. Donc aujourd'hui, je voudrais parler un peu de temps assez récent pour l'échelle paléolithique. C'est le paléolithique supérieur en Corée. Donc pour vous, je crois que la Corée, c'est déjà un pays très lointain. En plus, le paléolithique en Corée, c'est à quoi ça sert ou bien à quoi ça ressemble. Ça me donnerait des questions. Alors, j'ai passé il y a 3 jours en avion depuis la Corée d'ici. Et j'ai vraiment traversé le continent eurasiatique. Ça fait à peu près 9000 kilomètres. Donc, ceci est un autre pays, la Corée. Donc, ici, la Corée est une péninsule qui est située à l'est du continent asiatique. Donc, c'est l'altitude, pardon. Le partie la plus sud, c'est 33 degrés est, et au nord, c'est 43 degrés est. Et à l'ouest, c'est 124 degrés, et puis il y en a 330 de nord. Donc, la Corée est séparée de la Chine par la mer Jaune et séparée du Japon par la mer du Sud et mer de l'Est. Aujourd'hui, la Corée est scindée en deux parties, comme vous étiez au courant, la Corée du Sud et la Corée du Nord par le 38e parallèle. Et puis, si on voit la topographie de notre péninsule, la partie ouest, c'est relativement caractérisée par des collines basses et de la plaine. Par contre, la partie est, c'est plus montagneuse, et puis surtout dans les parties du nord et centre, il y a pas mal de montagnes de haute altitude. Je crois que M. Delmy a déjà parlé de l'histoire de découverte, le commencement de recherche en paléolithique en Corée. Donc c'est le premier site qui était trouvé, c'était en 1964. Ici, on a marqué un point rouge, ça s'appelle le site de Sorjangni. Donc c'est un site qui a été découvert par un professeur Pogison en 1964. Et puis depuis, il a mené des fouilles programmées pendant 10 ans. Et après, le deuxième site s'appelle Jeonggongni. C'est un site aussi découvert en 1978. Mais avec le découvert de Jeonggongni, on a trouvé des bifaces très ressemblants des bifaces acheuléens. Donc, jusqu'à cette époque-là, on parlait de la ligne de Mobius. Mais avec cette découverte, cette théorie va être considérée et il est toujours en débat actuel. Et la plupart des sites paléolithiques trouvent dans des terrasses pluviales et plus rarement dans des grottes calcaires. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'industries lithiques, mais par contre, on a très peu de restes humains et des restes fauniques. Donc, on voit ici que des 12 points rouges, c'était dans les années 60. Mais actuellement, on compte plus de 150 sites paléolithiques en Corée. Donc, on voit nettement ici un développement pendant 50 ans. Donc, cette augmentation des sites ou bien le développement de recherche en paléolithique, c'est étroitement lié au aménagement du territoire national depuis 1970. Donc, on a des sites maintenant. En Corée ou bien en Asie, il y a, pour la chronologie du paléolithique, il y a deux tendances. C'est-à-dire on dit aussi le paléolithique ancien, moyen et supérieur, comme en Europe,
Ou bien il y a des chercheurs qui parlent que le paléolithique ancien est paléolithique récent. Mais chez nous, en Corée, le premier chercheur de professeur Son, qui a travaillé beaucoup avec l'équipe française. Donc, il a adapté le système européen, le système français. Donc, on soutient encore le système de la division en 3 périodes. Donc, ici, ce tableau est un schéma chronologie schématisée avec des paléosols et datation absolue et des centres volcaniques. Donc on pense que le paléolithique supérieur en Corée commence aux alentours de 440 000 ans. Ici, on voit ici. Donc ici, on voit très nettement des pentes des sols. On l'appelle aussi des crêtes aussi. C'est une des caractéristiques du dépôt paléolithique en Corée. Donc, nous, on a subdivisé encore le paléolithique supérieur en Corée en 3 périodes. Donc, le début, c'est aux alentours de 40 000, et après le 23 000 et 16 000, et la dernière, c'est après le 23 000. Donc, on a des analyses pollen et des restes phoniques. On peut constituer le paléoenvironnement du paléolithique supérieur. On voit ici qu'aux alentours de 40 000 ans, le climat était relativement froid et sec, mais ça devient plus sec à partir de 30 000 ans, et après entre le 20-30 000 jusqu'aux 18 000 ans, c'est le LGM, le glaciaire maximum. Donc, il fait très froid, donc ça nous donne dans la péninsule coréenne un milieu ouvert, c'est-à-dire il y a des forêts, mais il y a aussi des graminées et des composés. Et après le 17 000 ans, on note l'adoucissement du climat, mais encore à peu près que le climat actuel. Donc, après, c'est la faune de paléolithique. Ici, on a présenté à partir de MIS 5, ça correspond des paléolithiques moyens en Corée. Donc, pour nous, notre période paléolithique supérieure, ça doit être MIS 3 et MIS 2. Donc, on a classé de la faune en deux parties. Ici, on présente d'abord les grands herbivores. Donc, on voit ici célividés et bovidés, sudés, équidés, rhinocérodés. Donc, ici, je vais parler tout à l'heure, mais l'importance, c'est la présence des célividés et sudés pendant toutes les durées de MIS 3 et MIS 2. C'est le grand carnivore, donc il y a des ours, il y a des hyènes, il y a des canidés, mustélidés, felidés. Mais ici, on voit aussi encore, il y a un changement de la présence ou bien la disparition des grands carnivores à partir de MIS 4. Donc, ça a un changement de climat assez net. Si on résume la faune du Pléistocène supérieur ou bien pour le paléolithique supérieur, c'est plutôt la dominance de la faune tempérée, donc c'est-à-dire du cerf et des sangliers. Donc on note ici, par exemple, ici on a classé des animaux en fonction de leur biotope. Donc ici, pour la faune chaude, ça existait jusqu'au 710 000 ans, mais c'est disparu jusqu'après. Et après, on voit ici les faunes tempérées qui sont bien présentées toutes les de ces périodes de MIS 5 jusqu'au MIS 2. Mais la faune froide aussi, ça présente à partir de MIS 4 jusqu'au
MIS2. Donc, on voit ici un changement de climat assez sec et froid, assez sec et froid. Mais si je parle des changements, il y avait des changements, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un changement radical pendant cette période parce qu'il y a une présence continuelle de sangliers, de l'ours et des macaques qui nous témoignent une relative stable du climat. Donc, on peut dire que dans la péninsule coréenne n'a pas été affectée d'une manière directe par la période glaciaire. Donc, si on résume pour le MIS5, on voit encore des survivances de la faune de Pléistocène moyenne. Et pour la MIS4, les grands mammifères de climat froid sont disparus comme mammouth ou rhinocéros laineux. Et pour le MIS3, les mammifères de taille moyenne et les herbivores commencent à devenir nombreux et dominants. Et pour le MIS2, il n'y a pas de grand changement de la cortège phonique, mais il déjà commence une tendance d'acclimatiser au climat actuel et puis une actualisation des espèces phoniques qui vivent encore dans la péninsule coréenne. Mais finalement, la partie de la faune, ce n'est pas ma spécialité. Vous voyez qu'il y a deux présentaires normalement. C'est le professeur Jo Tae-seok, qui est le paléontologue, qui est le spécialiste de la faune. Mais il ne peut pas venir ici pour la raison... parce qu'en Corée, c'est encore le plein semestre scolaire. Donc, il ne peut pas venir. Il s'excuse auprès de vous. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le travail de professeur Jo. À partir de maintenant, je vais parler de l'industrie lithique de la Corée. Si vous avez participé de la conférence de M. Drumley, vous avez déjà vu ici quelques pièces en grosse taille. Ici, je vous présente des périodes anciennes, c'est-à-dire le paléolithique inférieur et moyen inclus. Donc, on voit ici, on a des bifaces, mais très différents des bifaces achulaires en Europe. Ils sont plutôt très gros, leurs tranchants n'ont pas régularisé comme tout à fait. Et puis, on a beaucoup de polyèdres. C'est une des caractéristiques de notre industrie lithique de la période inférieure et moyenne. Et ceci est, on peut trouver le même caractéristique en Chine, dans de centrales parties de la Chine. Ils ont aussi des polyèdres comme nous, mais c'est vraiment une présence continuelle à partir du paléolithique inférieur jusqu'au paléolithique moyen, même quelquefois paléolithique supérieur en Corée. Et ici, on a des pics, on a des bifaces, on a de plusieurs formes de bifaces. Ici, c'est le biface de Seokjangni, ce qu'on a montré dans notre exposition. C'est une biface emblématique parce que c'est un biface qu'on a trouvé la première fois en Corée. Comme vous voyez ici, la matière première sont surtout des quartz ou bien quartzite. Donc, en Corée, on n'a pas de silex. C'est dommage parce qu'on aimerait bien avoir les silex, mais on n'a pas de silex. Mais par contre, c'est assez dur, mais on peut faire un très très beau biface avec ces matières. Et alors, le premier présence humaine dans la péninsule coréenne, on pense que ça commence à partir de 700 000 ans, au centre de la péninsule. Et puis jusqu'aux 100 000 ans,
il n'y a pas de grand changement au niveau de la matière, au niveau de la technique, au niveau du débitage, etc. Donc ça, on voit une sorte de une très ferme conservativité dans le niveau de deux étapes de paléolithique en Corée. Mais par contre, à partir de 40 000 ans, on voit un changement vraiment radical parce qu'ils ont une partie, ils ont hérité des périodes anciennes, par exemple la matière première, quelquefois le débitage aussi, mais ils ont utilisé tout à fait d'autres matières premières et débitage laminaire ont été commencés. Donc, c'est une rénovation techno-culturelle tout à fait caractéristique du paléolithique supérieur en Corée. En plus, ça se présente des nouveaux types d'outils qu'on ne voit pas avant. Et on a pas beaucoup, mais on a aussi l'art mobilier. Et puis pour la chasse, ils ont fait une sorte de chasse sélective. Donc on voit ici, ils ont une fois, ils continuent, ils utilisent l'héritage des périodes anciennes, mais il y a encore plus de choses de rénovation conceptuelle à partir de paléolithique supérieur. D'abord, je vais parler de la matière première. C'est un peu différent de chez vous, je pense. Donc, on utilise toujours quartzite, comme ici, ou bien des roches de cristal, mais on a trouvé d'autres matières premières. Par exemple, ici, l'iolite, et il y a des silicicéiles et des obsidiennes. Là, c'est aussi obsidienne. Donc, on dirait qu'ils ont ils ont essayé d'avoir une matière de qualité, très très bonne qualité. Donc, ils ont même bougé pour récupérer, approvisionner cette matière première de longue distance. Alors, je vous parlais de débitage laminaire. Mais en France, comme en Europe, l'âme ou bien le débitage laminaire présente le paléolithique supérieur. Chez nous, c'est pareil. Mais c'est intéressant qu'une partie des sites qui gardent toujours des débitages des éclats, mais il y a des autres qui ont appliqué une nouvelle méthode de débitage. Par exemple, il y a deux sites. La distance entre deux sites, c'est à peine 20 km. Mais le premier site, ils ont toujours utilisé la matière première du paléosup, mais ils ont utilisé toujours la technique de débitage de l'ancienne période. Mais juste à côté, il y a un autre site qu'ils ont utilisé la matière première aussi avec la nouvelle technique. Donc, on ne sait pas encore comment on peut expliquer, mais il y a une certaine différence au niveau des comportements humains. Ici, je vous présente quelques exemplaires de débitage laminaire. C'est un nucléus à lame, on voit très bien ici. Il s'appelle un site de Xianghe. Mais pour vous, notre nom de lieu, c'est un peu trop compliqué parce qu'il y a toujours des voyelles doubles, des choses comme ça. Mais ça se trouve au centre de la péninsule coréenne. Et en plus, c'est parce que quand on a trouvé le paléosup au début, ce sont des éclats en petite taille, mais pas très stéréotypés comme en Europe. Donc, on a toujours des doutes. Est-ce que c'est bien le paléosup ou bien est-ce que c'est pas une autre chose? Mais avec certains sites comme ici Xianghe ou bien le Sortangni, on a vraiment des outils comparables en Europe. Donc ici, c'est un site très important en Corée. Il y a un autre site qui est plus au sud. On voit aussi des nucléus laminaires. Aussi, à côté d'un autre site, c'est presque dans le sud de la péninsule coréenne. Aussi, on a des nucléus
de laminaires. Et puis aussi, on a des lames, comme on voit ici. Par exemple, c'est le site de Sokjangni, c'est les deux. Donc on voit, on a des lames à crête, aussi des lames. Donc ça se présente bien les techniques de débitage laminaire. Il y a le site de Gungul, on a des lames. Et aussi, au centre de la péninsule, on a des sites. Et puis ça aussi, on a une série de produits laminaires. Donc on voit ici, la nouvelle méthode a été bien appliquée pour produire des lames. Et deuxième chose, c'est le débitage laminaire. C'est très répandu en Asie du Nord-Est, surtout dans le nord de la Chine, c'est presque de Inner Mongolia, et en Sibérie, et au Japon, et en Corée. Donc, on voit ici que très bien les petites tailles de nucléus lamellaires, et puis il y a de la matière première vraiment diversifiée. Ici, c'est comme une forme de bateau. C'est aussi très connu par le nom de site de Ubets au Japon, parce que c'est le premier site. Ils ont vérifié la technique de la lamelle. Donc, les Japonais l'appellent Ubets. Donc, c'est connu, la technique Ubets. Et ici, on a des nucléus lamellaires en obsidienne. Donc, on a fait un remontage de débitage ici. Ça aussi, on a un autre site, mais aussi des nucléus lamellaires, et avec une autre matière. Et celui-là, c'est avec des cristal de roche. Donc, vous connaissez très bien que cette matière est vraiment très, très dure, mais ils ont réussi de faire des nucléus lamellaires et de produire des petits des lamelles. Voici les lamelles. Ici, on voit presque toute la partie de la Corée du Sud. On a des traces des débitages lamellaires. Par exemple, ici, ça s'appelle Sangmuryongni. C'est presque près de la frontière actuelle entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et celui-là, c'est au centre de la Corée. Et en bas, c'est de la sud de la péninsule coréenne. Donc, on voit très nettement comme le débitage lamellaire, le débitage laminaire se présente très bien en Corée. Et surtout, on a des datations absolues pour des nucléus lamellaires. Ils sont plutôt commencés, présentes plus nombreuses à partir de 25 000 ans. Donc, on croit qu'il y a un grand changement au niveau des comportements humains à partir de cette époque. Et je vous ai dit tout à l'heure à partir du paléolithique supérieur, on a des nouveaux types d'outils qui se présentent. Donc, par exemple, pour la France, le paléosup, les types d'outils les plus représentatifs seront les grattoirs et les burins. Mais chez nous, c'est un peu différent. Donc, personnellement, je pense que c'est une pointe à pédoncule. Je crois que c'est un clé pour comprendre notre paléolithique supérieur en Corée. Le premier et le plus ancien, c'est aux alentours de 40 000 ans. Donc, c'est trouvé alors, pas pour les autres, cette pointe est plus ancienne. Sinon, il y a des autres pointes à pédoncule présentes presque dans toutes les parties de notre péninsule. Et deuxièmement, il y a de la pierre partiellement polie. Parce que pour nous, un outil poli, ça veut dire presque, ça signifie néolithique. Mais en Corée et au Japon,
ça commence très tôt, le polissage de la pierre de l'industrie lithique. Par exemple, ici, c'est aussi pareil que tout à l'heure on a vu, c'est dans la couche de 40 000 ans. Mais au Japon aussi, à partir de 38 000 ans, ça commence, il y a des outils partiellement polis. Donc, il y a des points communs entre deux côtés. Là, c'est aussi un objet très rare en Corée. On croit que c'est une petite meule parce qu'on a trouvé des oxydes de fer dedans. Donc, on n'a pas de l'activité de l'art de caverne en Corée. Mais on ne sait pas, c'est pourquoi ils ont utilisé des petits meules comme ça. Mais on a des traces des activités peut-être liées à l'art. Par exemple, on a des petits crayons d'oxyde en fer aussi. Donc, c'est très beau, mais on pense que peut-être on aura des résultats un peu plus en avenir. Et puis aussi pour repousser peut-être feuilles de laurier, mais on a aussi des pointes à polyacées. Donc c'est une période de 25 000 ans après. Et puis évidemment, on a des grattoirs. Donc ils ont utilisé vraiment la matière première possible. Donc on a des grattoirs en quartz ici, pardon. Et puis il y a en obsidienne et des lyolites et des autres choses. Et la forme aussi très diversifiée. Ils ont utilisé des petits éclats pour faire les grattoirs ou bien des lames pour faire des grattoirs. Et ce sont des burins. Mais chez nous, je ne sais pas, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de burins. Les grattoirs sont un des types d'outils le plus représentatif pour le paléosup. Mais pour le burin, on a très peu de cas jusqu'à maintenant. Donc, on a des burins en obsidienne ici et ici. On a d'autres matières. Et puis, celui-là était exposé, pas ici, mais pendant l'exposition à Totavel. Donc, on a des burins, mais pas autant nombreux qu'en France. Donc, peut-être ceci est lié à la rarissime de l'art, activité de l'art, ou bien il n'y a pas d'autres raisons, mais on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les burins sont relativement rares qu'en Europe. On a aussi des industries osseuses, mais pas beaucoup. Ici, par exemple, sur les petits éclats de l'os, ils ont retouché ici. Et voilà, ils ont retouché la pointe. Et l'autre aussi, ils ont fait retouche pour le faire l'industrie osseuse. Mais ceci est vraiment très, très peu en Corée. Mais je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Mais le premier moment, c'est plutôt des conditions de préservation. Parce que, comme je vous ai montré par la distribution des sites en Corée, la plupart des sites sont en plein air. Il y a très peu en grotte, donc ce n'est pas favorable pour la conservation des matières organiques. Donc on a très peu de restes humains, on n'a pas beaucoup de restes phoniques aussi. Donc dans le même sens-là, on n'a pas beaucoup d'outils en os. Ici, je crois, oui, c'est bon. Oui, ça c'est un autre site. On a trouvé un bois qui est aussi partiellement poli. Donc, c'est aussi un des rares cas où on peut constater la présence d'industrie en os en Corée.
Je pense qu'Amélie a déjà parlé de notre reste humain, mais on n'en a pas beaucoup des restes humains. Ce que ici montré, je crois qu'on a presque tout montré sauf l'homme de Hadé, c'est peut-être l'homo erectus, mais le reste sont attribués comme des homo, homo sapiens sapiens. Donc ici, c'est le site de Yonggok. Je crois que Madame Vialet a déjà montré. Il y a une série des restes humains découverts. Et puis, l'état de conservation est vraiment exceptionnel en Corée. Donc, quand on a vu, au début, il s'est présenté comme Homo erectus pendant la colloque internationale à Beijing en 1989. Mais après, pendant cette conférence, on a beaucoup discuté parce que les caractères anatomiques ne correspondent pas à l'Homo erectus. Donc, les homologues du Corée du Nord, ils ont étudié ces crânes. Ils ont dit, maintenant, ils ont changé leur d'habit, c'est aux alentours de 40 000 ans. Deuxième, c'est le mandibule de site de Seungnisan, c'est aussi toujours en Corée du Nord. Donc, ici, c'est l'enfant de site de Yokpo. On a trouvé quelques pièces du crâne. On a reconstitué un petit garçon de 6 ou 7 ans. Et celui-là, pour l'instant, c'est unique. On a des phalanges d'humains d'autres sites, mais c'est le premier reste humain découvert en Corée du Sud. Donc ici, il est découvert dans un abris roche, mais il y a une étudiante coréenne qui a fait son mémoire de DEA avec ce crâne à IPH. Et à côté, c'est aussi de Corée du Nord, ça s'appelle le site de Mandal. On a trouvé des crânes, on a construit un homme assez costaud. Donc, on attend toujours des restes humains. Puis, depuis l'année dernière, le musée de l'université Yonsei amène des prospections avec des grottes calcaires, mais pour l'instant, on n'a pas de bons résultats. Et je vous ai dit au début qu'on constate des changements des comportements humains dans plusieurs points de vue. Donc, je voudrais dire tout d'abord, ici, c'est un atelier de débitage qui se trouve dans le site de Chiangé. Donc, on a des éclats, on a des lames, et puis on a une scène de débitage sur place. Et puis ici, il y a des matières premières qui sont de assez bonne qualité. Il se trouve pas loin des sites, à peu près 10 km de distance. Donc ils ont trouvé ils ont repéré un bon site pour le débitage de laminaire surtout. Ils ont utilisé énormément. Donc dans ce site, on a compté une 50aine d'ateliers de débitage. Donc on voit déjà, on ne voit pas d'intensité et puis la organisation de l'espace des périodes anciennes. Et deuxième, c'est l'obsidienne. C'est une matière première exotique, vraiment intéressante, parce que, comme ici on voit, presque dans toutes les parties de la péninsule, on a des sites qui ont livré des pièces en obsidienne. Mais comme vous savez très bien que les ressources d'obsidienne, c'est limité dans la région des volcaniques. Donc, on a mené des études sur le gîte des obsidiennes. Donc, on voit ici, c'est au nord de la péninsule coréenne. Il s'appelle Mont Baekdu. C'est la montagne la plus haute en Corée. Donc, on pense que la plupart des obsidiennes viennent d'ici, et puis pour le centre de la péninsule. Et au sud de la péninsule coréenne, on a quelques
obsidienne japonais aussi. Donc on voit un échange entre des hommes préhistoriques. Mais le problème que donc il y a une deux explications possibles. C'est premier, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, ils ont fait une sorte d'échange à partir des obsidiennes de Mont Baekdu pour le centre de la partie centrale de la Corée. Mais il est bien possible d'avoir une autre site au centre de la péninsule coréenne, parce que la concentration la plus importante se trouve d'ici. Donc, on ne peut pas expliquer par l'échange de longue distance. Parce que la distance, par exemple, du Mont Baekdu jusqu'au ici, c'est à peu près 800 km. Donc, c'est pas très pratique d'échange entre. Même ils ont utilisé le réseau pour l'échange. C'est pas très une chose pratique. Mais par contre, on n'a pas encore trouvé, mais avec la densité des sites et puis des choses comme ça, peut-être on aura une autre gîte au centre de la péninsule coréenne. Mais toute cette explication était avec un grand point d'interrogation, parce que on n'a pas d'informations dans la partie du nord de la péninsule coréenne, c'est-à-dire dans l'actuelle Corée du Nord. Ils ont des sites qui ont livré des obsidiennes, par exemple mandal, etc. Mais après, dans les années 80, ils n'ont pas d'études approfondies ou bien des fouilles du paléolithique en Corée du Nord. Donc, c'est vraiment difficile de maintenant dire si c'est un échange de longue distance ou bien une présence d'une deuxième source importante au centre de la péninsule coréenne. Donc, il faudrait voir ou bien attendre le résultat et des données en Corée du Nord. Et deuxièmement, c'est la chasse sélective et des marques de boucherie. Pendant la paléolithique supérieure, l'espèce animale la plus chassée, c'est le cerf. Donc, on voit un découpage et la boucherie systématique dans certains éléments. Par exemple, ici, ce sont on a compté des traces de découpage et des traces de boucherie dans le site de Kunankul, au centre de la Corée. On voit ici des marques de boucherie et c'est vraiment concentré sur certains éléments. Donc, on voit ici très nettement, ils ont mené une chasse sélective. Après, ils ont mené une boucherie systématique aussi. Donc, c'est un morceau de cerf. Donc, on voit ici des traces de découpage. C'est comme cerf. Mais on voit très nettement des traces de découpage ici. Il y a un autre élément aussi c'est un cerf. On voit aussi traces de découpage ici. Si on voit sur le plan anatomique, ça doit être cette partie-là. Donc, plusieurs choses nous montrent qu'il y avait une chasse sélective et puis la boucherie systématique. Et puis, je crois que on est sûr de l'art mobilier. Il n'y a que 2 pièces que je vous présente maintenant. Le premier, c'est une côte d'un bovidé. Il a été partiellement poli au sud. Et puis, ils ont mis à côté, ils ont mis quelques X, en forme de X en série, on voit ici. Et puis, on observe qu'il y a un trou cassé tout en haut.
Donc peut-être ça peut être un bon dentif. Une autre, c'est de Corée du Nord, c'est le site de Yongguk. C'est un petit plaque d'os qui est à peine 3 cm. Donc c'est aussi poli. Et puis ils ont mis des pointes partout pour montrer le visage d'un homme. Donc les homologues de Corée du Nord pensent que c'est une masque ou bien c'est un visage d'un homme préhistorique. Je passe. D'accord. Alors, je vais passer un peu trop rapidement, mais alors, comme je vous ai, ce que je vous ai, j'ai essayé de vous montrer, c'était une ressemblance avec le paléolithique supérieur en Europe, mais en même temps, on a d'autres des mécanismes de notre côté. Donc, on peut résumer de ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est euh, tout d'abord les recherches paléolithiques en Corée ont commencé en 1964, donc c'est encore un domaine tout nouveau chez nous. Mais nous considérons qu'avec plus de 150 sites paléolithiques, nous accumulons des recherches importantes et la Corée est bien une des régions clés pour comprendre le comportement humain et l'apparition des hommes modernes dans l'Asie du Nord-Est. Et puis la coopération scientifique franco-coréenne a beaucoup contribué au développement de la préhistoire en Corée, notamment avec l'équipe de IPH et du Centre européen de recherche préhistorique Totabel. Donc, mais comme c'est un domaine tout nouveau, on a des choses à résoudre. Par exemple, la chronologie. Je ne vous ai pas expliqué longuement, mais on a des problèmes de la datation parce que comme la plupart des sites sont en plein air, donc on n'a pas beaucoup de choix pour l'échantillon pour la datation. Donc pour l'instant, on utilise des systèmes OSL, mais ça nous donne des résultats assez, assez étranges. Donc c'est un gros problème pour nous. Mais heureusement, récemment, on a appliqué une nouvelle méthode, s'appelle beryllium et aluminium. Donc, ça nous donne des datations plus convenables pour nous. Donc, peut-être si on accumule des échantillons de bon état, on peut avoir une chronologie plus solide. Et deuxièmement, c'est le très peu de restes humains, parce qu'on a des sites plus de 150, mais on n'a qu'au maximum 4 ou 5 représentatives des hommes préhistoriques de cette époque. Donc, on a besoin de plus de restes humains pour mieux comprendre de cette période. Et puis, troisièmement, c'est la fouille programmée, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 150 sites pendant moins de 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fouilles en sauvetage. Donc ici en France, je sais qu'avec INRAP, il y a beaucoup de fouilles en sauvetage pour la Grand Axe ou bien des choses comme ça. Mais c'est vraiment difficile parce qu'on a des choses à fouiller, mais il y a toujours un investisseur qui nous attend derrière. Quand est-ce que vous allez finir? Quand est-ce que vous allez finir? Donc, ça nous fait vraiment faire des choses inimaginables. Par exemple, j'ai dirigé une fouille à Osong. Tout à l'heure, je vous ai montré le PIPAS là-bas. Mais donc, c'était comme ça. Tout d'abord, on a fouillé la période historique. Donc, on n'a pas attendu des paléolithiques au-dessus, mais ils ont tout fini l'ère historique. Ils ont trouvé le paléolithique. Donc, on était participé au dernier moment, mais on avait 8 mètres d'épaisseur. Donc, ça nous fait, si c'est en France, ça vous donnerait combien de temps? Si Monsieur Delaunay, ça doit être plus de 100 ans, n'est-ce pas? Mais pour nous, ce n'était pas possible. Donc, on avait, c'est pas très, j'avais vraiment mal au cœur parce qu'on avait dû
finir ces fouilles le plus vite possible, sinon on ne peut pas faire autrement. Donc on a fait le maximum. Un jour, il y avait 80 personnes qui ont participé pour la fouille, sauf des chercheurs. Et puis avec beaucoup de pelles mécaniques. Donc on a pris des petits films qui ont dit les petits pelles mécaniques qui dansent. Il y en a 4 ou 5 avec le même rythme, comme ça et comme ça. Donc je pense que c'est le problème parce qu'on a des résultats quantitativement, mais on a besoin des choses plus délicates. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup des données concernant l'activité humaine plus profonde. Peut-être si on peut mener une fouille programmée comme en France, par exemple à Totavel, on peut trouver plus de choses, j'en suis sûre. Donc, avec le musée universitaire de Yonsei, on a, c'est pas une de grande dimension, mais on a depuis l'année dernière, on essaye de faire la prospection autour des grottes calcaires. Et puis on a essayé, si on a trouvé une bonne grotte, on va monter une fouille programmée. Parce que le premier site de Seokjangni, qu'on a trouvé la première fois le paléolithique en Corée, c'était une fouille programmée. Alors le financement est venu de l'université pendant 10 ans. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Donc, bien que les conditions sociales et des choses changé, mais on pense qu'au moins un ou deux des sites doivent être programmés, investigués par la fouille programmée. Et puis, comme je vous ai cité tout à l'heure la nouvelle application de Beryllium Allium, c'est aussi avec l'équipe avec l'équipe française. Donc la coopération scientifique franco-coréenne poursuit sa route pour répondre prochainement à ces questions qu'on pose celles-là. Et voilà, donc je pense que j'étais un peu rapide, mais et voilà, donc je vous montre notre pays, si loin. Voilà, c'est du dolmen, de l'âge de bronze. Ça, c'est dans le 6e siècle, on l'appelle Silla unifiée. Ça, c'est de la période Goryeo. Ça vient de notre nom de Corée, de Goryeo. Ça, c'est de 9e siècle, pardon, 10e siècle. Et ça, c'est la dynastie de Joseon. Ça, c'est 3e jusqu'au 19e siècle. Et c'est l'île de Jeju, c'est le sud de notre. C'est une petite île, c'est un endroit vraiment magnifique. C'est désigné par l'UNESCO comme héritage naturel. Et puis les Coréens aiment bien manger. On dit toujours, il y a nos amis qui sont venus en Corée, c'est très bien. Si on propose de manger quelque chose, on dit toujours c'est très bon pour la santé. Parce qu'on pense que la nourriture et le médecin, c'est la même. Donc, on aime bien manger, donc on mange beaucoup de choses. Ici, c'est une nuit piquante et froide. Et puis, voilà. Donc, on a des petits mets par-ci, par-là. Donc, mais ce n'est pas pour tous les jours, hein. C'est pour les grands repas entre amis, mais on mange bien et beaucoup en Corée. Et voilà, notre petit dessert, c'est comment on dit, des glaçons happé. Voilà, glaçons happé, c'est très à la mode en Corée, au Japon, à Taïwan, en Chine, mais pas ici. Mais en plus, ici, c'est un peu frais, mais en Corée, il fait très chaud. Maintenant, c'est plus de 30, je pense, au centre. Donc, je crois qu'il devrait être une longue queue devant ces magasins-là.
Et voilà, donc la Corée, pour vous, c'est un petit pays, mais il y a la tradition et la modernité aussi. Donc c'est notre présent. Donc ici, c'est plein centre de Séoul, la capitale. Il y a des palais royaux de la dynastie Joseon, du 15e, 16e. Et autour, il y a des gratte-ciel qui montrent notre modernité en Corée. Donc, c'est une phrase, c'est pas très joli, mais c'est mon fils qui m'a proposé, donc je ne peux pas l'éliminer. Donc, d'après lui, la tradition et la moderne coexistent dans la Corée. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des... Oui, est-ce que vous avez des questions? Oh là là. Alors, attendez, on va commencer par... Oui, merci pour votre conférence. Vous avez parlé de Ryongok, Corée du Nord, pour l'art mobilier. Oui. Est-ce que des fouilles importantes sont menées en Corée du Nord? Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez échanger comme il faut avec la Corée du Nord? On pense que la fouille a été bien contrôlée dans la grotte de Yonggok parce qu'ils ont trouvé des dépôts importants. C'est à peu près 5 mètres de dépôt. C'est une grotte magnifique. Mais malheureusement, on n'a pas d'accès direct, même indirect, avec notre homologue de Corée du Nord. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, il y a une fouille qui mène ensemble une partie de l'équipe française, l'école Extrême-Orient, c'est ça? Oui, oui, voilà, oui. Extrême-Orient, et puis il est associé avec l'équipe de Corée du Sud. Il fouille dans les capitales de la dynastie de Goryeo, mais sinon il n'y a pas d'autre contact direct entre deux côtés. Et quelle est la datation du reste humain de Ryongok? Ah oui, justement. Au début, ils ont dit que c'était 500 000 ans. Parce qu'avec avec d'autres dépôts, ils ont daté. Mais comme je vous expliquais pendant le colloque international, on dit que ce n'est pas un homo erectus, parce que l'âge, je ne sais pas directement daté, etc. Mais vous comprenez-vous, parce que la Corée du Nord, c'est un peu, comment on dit, très doctriné. Donc si on donne un résultat, on ne corrige pas. Mais c'était vraiment exceptionnel. Ils ont redaté des choses. Et maintenant, ils ont dit aux alentours de 40 000 ans. Madame, merci aussi pour votre exposé. Le professeur de Lumney avait bien indiqué que les bifaces chez vous n'étaient pas retouchés. Il me semble que vous l'avez aussi dit rapidement. Est-ce que c'était seulement le paléolithique ancien ou aussi le paléolithique récent, d'une part? Et est-ce que ça a un rapport avec le fait que les ressources en silex ne sont pas fréquentes chez vous alors qu'elles le sont beaucoup en Europe? Tout d'abord, M. Delomny préfère utiliser le mot paléolithique ancienne, pas le paléolithique inférieur et paléolithique moyen en Corée et en Chine. Donc, on a bien publié une publication avec M. Delomny, professeur Delomny, mais certains collègues coréens, ils ne sont pas d'accord avec cette terminologie parce qu'on pense que chez nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'êtres humains, mais par exemple, juste à côté de nous, en Chine, ils ont vraiment une série d'êtres humains qui peut témoigner une présence de paléolithique moyenne. Mais je ne sais pas pourquoi, les Chinois n'aiment pas trop ce mot de paléolithique moyen. Ils disent toujours les paléolithiques anciens et paléolithiques récents. Donc, chez nous, ce n'est pas encore
c'est une chose à débattre encore, mais on pense qu'il y a un changement d'habitage et de niveau de technique et niveau de culture à partir de 100 000 ans. Donc, il faudrait avoir encore plus de sites pour ce que nous dit, pour le prouver, mais on pense qu'il y a une possibilité une période de transition ou bien une période de paléolithique moyen en Corée. Et vous dites que la retouche, les bifaces nos bifaces sont retouchées, mais pas comme ici. C'est-à-dire, on a toujours une partie corticale et préservée, surtout au but. Et puis, la régularisation des tranchants, c'est pas comparable à ce qu'on voit en Europe. Donc, nos bifaces, et puis en Chine, sont plutôt très robustes. Et puis, et voilà, donc il y a la différence de ce point-là. Oui. Est-ce que j'ai tout répondu à votre question? D'autres questions? Est-ce qu'il y a des peintures rupestres? Ah oui, mais pas de paléolithique. C'est à partir de néolithique. Oui, ça s'appelle Pangodé. On a une scène de la chasse des baleines. Oui, c'est montré dans l'expo. C'est inclus dans ce petit film. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'art rupestre, mais c'est très rare de voir une scène de chasse des baleines. Mais c'est vraiment magnifique. C'est à peu près de la taille de ce mur-là. Donc, on a plus de dizaines d'espèces de baleines qui sont soit avec des petits ou bien avec des petits harpons, etc. Y compris ils accompagnent des animaux terrestres aussi. Par exemple, le tigre ou bien le sanglier. Et puis, on a 3 êtres humains. On dit, parce qu'on n'est pas très sûr, parce que il n'est pas très figuré extinctement. Puis on a des bateaux aussi. Donc c'est à peu près cette taille-là. On a une scène de chasse des baleines. Mais oui. Et après, oui. Et puis après, on a des symboles, comme on voit en Sibérie ou bien dans la Mongolie, avec comment on dit, des ronds ou bien des stellations, des choses comme ça aussi. Mais surtout, ils sont concentrés dans la partie sud-est. Donc, c'est aussi un sujet très intéressant pour la préhistoire en Corée.